dans l'émission Parlement du Monde. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous vivons des moments particuliers et des douleurs d'enfantement d'un monde nouveau. Le foyer de guerre se multiplie et s'intensifie. Des alliances se créent, se fissurent, se renforcent. Les navires Afrique et Moyen-Orient tanguent dangereusement. La Syrie, l'Irak et leurs voisins ploient sous des bombes et des assauts de Daesh. Le Burkina Faso s'est réveillé encore sous la violence d'un coup d'État. Le Burundi vit encore des assassinats à répétition, un climat de terreur. Boko Haram, Shebab et autres sèment la terreur au Nigeria, Cameroun, Tchad, Bénin, Niger, Somalie, etc. La Libye et l'Égypte, mortellement blessées, gémissent encore sous les douleurs post-printemps ou hiver arabe. Les peuples déstabilisés d'Afrique et du Moyen-Orient affrontent stoïquement la mort pour échapper au désespoir certain qui s'installe dans ces parties du monde. Ils envahissent l'Europe, qui ne sait plus digérer cet afflux. En RDC, les événements se sont bousculés en l'espace de 5 jours. Le pré-dialogue majorité présidentielle UDPS, à peine entamé, s'est brusquement interrompu à l'initiative du président Tshisekedi. Une grande fronde intérieure secoue le camp du président Joseph Kabila. Des fidèles, des caciques jusque-là fidèles, se sont tout d'un coup désolidarisés de leur camp et ils ont repris à leur compte le discours de l'opposition quant à ce qui concerne la fin, le respect des délais du mandat présidentiel et son corollaire, le refus de glissement. L'autre opposition, celle d'Indili, triomphe. Elle dit au revoir à Kabila et se réjouit d'être rejoint par le fondeur du G7. Mais elle se félicite aussi d'avoir eu la meilleure vision quant au dialogue. L'un dans l'autre, et en attendant les réactions de tout ce beau monde, certains analystes n'hésitent pas à dire qu'il s'agit là du climat de fin de règne de Joseph Kabila. Lâché au dialogue, lâché en interne. Bonjour, monsieur Basile Diatezoa. Bonjour. Que pensez-vous de cette situation que traverse le Congo aujourd'hui, spécialement les derniers événements en date? C'est triste d'assister à de telles dérives. On se pose la question de savoir quelle est notre conception de la politique. Pourquoi est-ce que nous faisons de la politique? Dans toute communauté humaine, dès lors qu'on se décide de s'organiser politiquement, il y a des problèmes qui se posent. Et je crois que en homme sensé, il faut arriver à résoudre ces problèmes. Et dans le cas de notre pays, nous savons tous que nous avons de sérieux problèmes. Des problèmes politiques, des problèmes économiques, bref, tous les problèmes inhérents à une vie communautaire. Ceux qui ont le pouvoir, ils doivent apporter des solutions. Cela devient quand même une nécessité vitale parce que
quand je vois l'évolution de la situation, nous allons droit au mur et nous risquons encore d'entrer dans un cycle de violence politique absurde et morbide pour la survie de notre pays. Donc je crois qu'il est plus que temps que la classe politique, pouvoir et opposition, se ressaisissent pour porter, disons, se porter garant de la survie donc, de notre communauté politique. Alors que diriez-vous du retrait de l'UDPS de la table de négociation? Je le regrette. Il y a sûrement des raisons que j'ignore. J'ai appris qu'il y a pour l'UDPS, disons, des propositions inacceptables venant du pouvoir en place. Ils ont leurs raisons. Bon, du côté du pouvoir, ils regrettent pourquoi est-ce que l'UDPS a quitté la table de pré-dialogue. Mais je crois qu'il faut encourager le dialogue et que, bon, en homme responsable, il faut quand même arriver à planir des divergences pour des convergences utiles à la communauté. Ok. Mais lorsque l'UDPS dit qu'elle reste disponible pour les dialogues, cela pourrait donc donner espoir de le retrouver encore à un moment donné à une même table avec le pouvoir. Nous devons l'espérer et nous le souhaitons, qu'il y ait reprise de pré-dialogue. Qu'il y ait reprise de pré-dialogue. Et pourquoi on n'inviterait pas les autres opposants à ce pré-dialogue? Je crois que le pouvoir en place a fait des démarches dans ce sens-là, mais que les autres, dans leur position extrême, refusent déjà ce pré-dialogue. Donc, du côté du pouvoir, il y a eu cette bonne volonté de faire des propositions à l'opposition. En le disant, je vous chatouille un peu, parce qu'après tout, ils ont bien clairement donné leur position. Pour eux, aller au dialogue signifie simplement aller donner des béquilles à Kabila, ou plutôt lui donner... Qu'est-ce qu'il faut là pour glisser là? Mais au dialogue, les forces politiques en présence ne sont pas obligées d'accepter toutes les propositions du pouvoir établi. Oui, justement, c'est ce que l'UDPS fait. Elle a refusé. Voilà, justement. Donc, mais l'autre opposition dit justement, voilà, c'est ce que nous craignons, nous l'avions dit. Non, mais... le pouvoir ne peut rien proposer d'autre que demander ce béquille-là, que demander le moyen de l'aider à glisser. C'est un procès d'intention. Je crois qu'un homme politique responsable, il faut accepter le dialogue. On ne peut pas refuser un dialogue dans l'action politique. C'est la caractéristique même basique de la politique, le dialogue. C'est tellement élémentaire que l'opposition doit revoir sa position. Mais, vous voyez, la position que prend l'autre opposition, si je peux l'appeler ainsi, et qui semble être confortée par le fait que l'UDPS, qui avait pris une position différente et qui a tenté le dialogue, sort de la table de négociation, les arguments qu'ils avancent semblent être valables en ce moment-là. Vous allez discuter avec ces gens, ils n'ont rien d'autre en tête que rester, se maintenir au pouvoir, ils n'ont rien d'autre que refuser de respecter les délais assignés au mandat présidentiel. Ils n'ont pas d'autre, ils ne cherchent rien d'autre que ça, et la preuve, voilà, on peut étaler toute une série de comportements, une série d'attitudes et d'actes qu'a posé le gouvernement qui démontrent sa mauvaise foi. Alors, avant que je n'énumère peut-être ces différents événements ou ces différents plans que les pouvoirs assemblés réellement mettre en marche pour pouvoir glisser, bon, je voudrais peut-être que si vous avez une observation à faire à ce niveau-là, et je vous cite alors des cas, des choses sur lesquelles on se base aujourd'hui pour démontrer la mauvaise foi du gouvernement. Je crois que du côté du pouvoir en place, on doit réajuster leur conception du dialogue. Moi, je crois que c'est le président Kabila qui a initié ce dialogue. Ce n'est pas la majorité présidentielle qui a initié le dialogue. C'est le président Kabila en tant que chef de l'État. Et étant conscient des problèmes qui se posent dans le pays,
il propose un dialogue politique pour essayer d'aplanir, trouver des convergences, avoir un consensus sur le processus électoral. Bref, discuter avec toutes les autres forces politiques pour arriver à des compromis politiques. Bon, maintenant, si le président de la République ne se met pas au-dessus de la mêlée, il n'est que normal qu'on arrive à de telles situations d'impasse. Pourquoi? Parce que, dans le contexte actuel, c'est comme si c'est la majorité présidentielle qui a initié le dialogue, alors que la Constitution ne le prévoit pas. L'article 69 parle bien de la fonction du président de la République qui a ce devoir d'essayer de rassembler toutes ces forces politiques quand il y a une crise grave dans l'intérêt de la nation. Donc c'est son rôle constitutionnel. Et je crois que si le président Kabila ne se met pas au-dessus de la mêlée, ce n'est qu'au normal qu'on arrive à cette situation d'impasse. Pourquoi? Parce que au sein de la majorité, chacun peut avoir ses objectifs inavoués. Et on vient bien de voir le groupe de G7 qui a quitté la majorité présidentielle. Et d'après certaines informations, il serait manipulé par... Oui, nous reviendrons sur le groupe de G7, hein, sur le point précis. Mais à ce niveau-ci déjà, vous mettez l'accent sur le fait que le président devrait se mettre au-dessus de la mêlée. Et vous dites que c'est le président qui a initié le dialogue. Mais d'autres vous diront, non. Le dialogue, il a été recommandé d'abord par la communauté internationale. On va vous citer deux sources différentes. D'autres vous diront, l'opposition a réclamé ce dialogue depuis longtemps. Donc ce n'est pas nécessairement une initiative. Et quand bien même ce serait son initiative, n'y a-t-il pas une attitude aujourd'hui qui mettrait fin à toutes les supputations, de la part du chef de l'État, je veux dire? Si le chef de l'État aujourd'hui annonce de manière nette et claire, mes chers compatriotes, ne vous tracassez pas pour rien. Moi, je vais respecter les délais constitutionnels et je ne me présenterai pas comme candidat. Vous savez, rien que cette déclaration faite par lui calmerait totalement le jeu. Et beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, parce qu'on suppute sur son attitude, sur sa décision, tout se taira, tout se calmera. Nous tombons justement dans les surenchères politiques. Oui. Rien n'oblige le président Kabila à... Rien sauf le bon sens et la bonne intention de calmer les jeux. Mais je crois que dès lors qu'il propose le dialogue, c'est qu'il est à l'écoute. Il veut bien écouter les autres forces politiques. Pourquoi l'obliger à donner ses réelles intentions? On ne l'oblige pas. Ça n'a pas de sens. Il a le choix, hein? Il reste un homme libre. Bien sûr. Mais l'attitude qu'il prend, il doit aussi être certain que cette attitude provoque. Mais jusque-là, il a pris une attitude que nous avons tous applaudi, le dialogue. Tous, non. C'est-à-dire que ceux qui veulent bien dédramatiser la situation politique, la chose la plus élémentaire, c'est d'aller discuter ensemble, donc le dialogue. Oui, c'est une bonne chose, mais tout le monde ne l'a pas accepté. Oui, mais écoutez, on ne peut pas avoir l'unanimité, hein. Chacun peut avoir ses raisons, mais ici, en tout cas, le bon sens veut qu'on aille tous au dialogue. Voilà. Mais la proposition que je faisais tantôt aurait eu pour mérite de donner une preuve de bonne foi incroyable qui allait simplement désarmer tout le monde dans nos différentes supputations. Mais quand on refuse de le faire, quand il refuse de dire et de confirmer à la face de la nation qu'il ne sera pas candidat et qu'il respectera le délai, alors on donne libre cours à l'imagination et toutes sortes d'idées viennent en ce moment-là. Et on commence à observer le chef de l'État dans ses actes. Et alors, voilà, je vous aligne quelques actes. Kabila nous sort un calendrier électoral global. On l'avait exigé avec force, je me souviens, à une certaine période. La CENI, c'est pas Kabila. Enfin, d'accord, avec vous, la CENI sur les calendriers. On constate que le calendrier est tellement lourd qu'on peut comprendre rien qu'en le lisant qu'il n'y aura pas d'élection. En tout cas, pas dans les délais. Kabila parle du dialogue. Certains disent le dialogue, c'est une manière de traîner, c'est une manière d'aller débaucher, c'est une manière de corrompre et d'amener justement
a de son côté une autre partie de l'opposition pour pouvoir dire, voilà, maintenant je suis avec une partie de l'opposition, et surtout si c'est l'UDPS, c'est une grande partie de... Allez, la fille aînée de l'opposition, donc nous pouvons faire ce glissement ensemble sans déranger trop les gens. Plan B. Plan 2 et plan C. On nous proclame la loi pour la décentralisation et nous passons à 26 provinces. Cette loi qui attendait, c'est vrai que cela a été est constitutionnel, cela avait été réclamé déjà et indiqué ainsi dans la Constitution depuis Sun City. Mais on a attendu tout ce temps, on n'a jamais appliqué cette loi-là. On décrète la loi, on la vote et on va maintenant l'appliquer quand? À moins de 2 ans des échéances électorales. D'aucuns disent manœuvre. On sait qu'avec ça, on crée des conditions pour ne pas réaliser les élections. Surtout que ce sont ces entités-là, ces gouverneurs-là, qui seront censés conduire aux élections dans leurs nouvelles provinces, qui ne sont même pas viables, d'autre part. Il n'y a même pas une route, il n'y a même pas de bâtiment. J'ai appris qu'il y a une assemblée qui siège dans une salle de classe, dans une de ces nouvelles provinces. C'était pendant que les étudiants étaient en vacances. Et maintenant que les étudiants sont revenus, bon, la classe, il faut la partager maintenant entre l'Assemblée provinciale et les élèves. Et puis, bon, on peut se demander, mais qu'est-ce qui va suivre encore? Quel est l'autre coup? Et les coups arrivent avec la Cour constitutionnelle. On vous dit maintenant, alors que la loi prévoit que les gouverneurs et les vice-gouverneurs doivent être élus par les assemblées nationales qui sont élus par le peuple, maintenant on nous dit, bon, on va faire de manière spéciale le chef de l'État, le gouvernement va désigner les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Et ce sont ces gouverneurs qui vont faire les élections, qui seront désignés par lui. On peut déjà voir directement ce qui va se passer. Bon, tous ces signes-là, on les interprète comme étant des preuves de mauvaise foi de la part du chef de l'État. Mais je suis content que vous ayez stigmatisé toutes ces problématiques. Donc, nécessairement, nous devons aller au dialogue. Parce que si chacun reste dans son petit coin, l'autre qui va commencer à tirer le premier coup de feu, le camp adverse va dire « Ah, ce coup de feu-là, c'est destiné contre nous. » Alors peut-être que c'était simplement pour une alerte sécuritaire. Donc, il faut que les deux camps, donc le pouvoir et les autres forces de l'opposition, se retrouvent autour d'une table pour essayer d'aplanir toute cette divergence que vous avez soulignée, au lieu de se contenter dans des supputations qui nous amènent aujourd'hui dans ces impasses politiques. Moi, je crois que, quelles que soient les ambitions des uns et des autres, quelles que soient les velléités disons, qu'on accuse le pouvoir de vouloir garder son autorité, son pouvoir in fine, ben, je crois que la moindre des choses, c'est de se parler. Et donc, nous ne pouvons qu'aller au dialogue. Et c'est là qu'on va essayer de s'expliquer, hein, de se comprendre pour arriver à un consensus, à un compromis. Je crois que commençons d'abord par accepter le dialogue. Parce que si chacun reste dans son petit coin, où allons-nous? Vers l'impasse alors. Oui, nous allons aggraver des contradictions. Moi, mon souci, hein, c'est simplement essayer je me demande, mais pour le chef de l'État, il me semble qu'il aurait plus facile à faire, comme je proposais tout à l'heure, et que cela détendrait tellement mais dès lors qu'il propose le dialogue, oui, la moindre des choses, c'est d'accepter le dialogue, de discuter avec le pouvoir. Mais si vous refusez le dialogue, comment vous allez saisir les intentions réelles du président de la République? Mais la moindre des choses, c'est de discuter autour de l'UDPS a accepté de discuter, et la preuve, elle se retire quelque temps après. Justement, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Du côté du pouvoir en place, il y a certaines maladresses. Hein, en ce sens que c'est le président Kabila qui a initié le dialogue. Hein, quand on se réfère à la Constitution, il a ce droit et ce devoir de le faire, hein, puisqu'il y a une crise grave. Mais ça ne doit pas être
un élément approprié par la majorité présidentielle. Le président doit être au-dessus de la mêlée. Et que la majorité présidentielle doit se considérer comme faisant partie de toutes les forces politiques au niveau national. Voilà comment je vois les choses. Pour éviter justement, disons, des débordements, parce que dans la majorité, il y a ceux qui sont peut-être de bonne foi, qui ont des bonnes intentions, mais il y en a d'autres qui ont des objectifs inavoués. Et si on va prendre maintenant la majorité comme étant l'entité qui va organiser le dialogue, on ne pourra jamais s'en sortir. Je crois que le président de la République, il doit être au-dessus de la mêlée et que c'est lui qui doit donner le contenu de ce dialogue en fonction de la crise que le pays traverse. Voilà un peu ma conception des choses. Je pense que, j'espère qu'il le fera, j'espère, mais c'est justement l'occasion de poser la question. Qu'est-ce que tu penses de la proposition du PPRD, justement, qui dit au chef de l'État, il serait bon de convoquer les dialogues. Vous avez déjà consulté beaucoup de couches de la population, vous avez consulté l'UDPS, il y a un semblant d'accord. Sur base de cet accord-là, convoquer carrément le dialogue. Je pensais que sans avoir... Allez, si le président suivait cette voie-là et convoquait le dialogue, vous pensez qu'il a quelque chance d'aboutir et vous croyez que les différents opposants peuvent encore se sentir attirés? Spécialement, l'UDPS pourra-t-elle venir encore dans un tel dialogue? Vous savez, personnellement, j'approuve la proposition du PPRD. Que le président Kabila convoque d'urgence ce dialogue. C'est plus que nécessaire. On doit aller au dialogue. Refuser le dialogue, c'est vraiment être irresponsable. Qu'est-ce qui arriverait, Basile, si jamais on convoque et l'UDPS et l'autre opposition, tout le monde est refusé? Mais justement, c'est ce que j'ai dit, il y a eu des maladresses au niveau du pouvoir en place, à vouloir en apartheid organiser des pré-dialogues avec l'UDPS ou avec tel parti. Non, ça doit être un problème national. Toutes les forces politiques, toutes les composantes sociales. Pourquoi est-ce que le président a fait des consultations? Ce n'était pas limité à des partis politiques. Il y avait toutes les forces vives de la nation qui ont été consultées. Et je crois que pour ce dialogue, on ne peut pas dire que voilà, l'UDPS ou tel parti. Non, c'est un problème national, c'est un problème de survie communautaire. Le président de la République, compte tenu de la crise que nous traversons, doit soumettre le contenu de ce dialogue. Eh bien, toutes les forces politiques, sociales, qui se sentent concernées pour apporter des solutions, pour arriver à un compromis, eh bien, tous ceux qui peuvent participer, ils viendront, c'est normal. Oui. Mais c'est le président de la République qui doit donner le contenu de ce dialogue. Et justement, s'il se met sur le camp, sur une position comme celle-là, est-ce que ce ne serait pas justement le motif qui ferait se cabrer l'opposition qui refuserait de venir alors en ce moment? Vous savez, quand... C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire, bon, le président dit d'autorité, on va parler de ça, c'est ça l'ordre du jour, venez. Mais il avait déjà fait des propositions sur le dialogue. Propositions. Il avait déjà fait des propositions. Oui. Il avait déjà fait des propositions, et dans ces propositions, je n'ai jamais vu, je n'ai pas vu... Des gens réagir contre. Non, je n'ai pas vu, par exemple, qu'il propose un troisième mandat, ou bien qu'il veut durer au pouvoir. Non, je crois que les propositions qu'il avait déjà faites sont claires, et on peut travailler autour de ces propositions. Ces propositions-là. Bien entendu, je vais terminer par une chose, c'est dire la méfiance, quand on parle de dialogue, il faut un minimum de confiance entre les partis. Lorsqu'il n'y a pas confiance entre les deux partis, le dialogue est déjà loupé avant même d'avoir commencé. Or, dans ce cas précis, c'est un problème de confiance terrible, qui semble, de méfiance terrible, qui se manifeste entre les différentes parties au dialogue éventuel, quoi, donc c'est-à-dire le camp du président et les autres partis politiques. Il y a une méfiance terrible. Et cette méfiance, malheureusement, j'insiste, cette méfiance est construite
par les actes que pose le gouvernement lui-même. Un dernier acte que je n'ai pas cité tantôt, c'est cet argument du manque d'argent. Il est tellement gros et tellement inadmissible que ça crève l'écran que c'est de la mauvaise foi. Pourquoi? Comment peut-on, autant d'années, en sachant que nous allons avoir des élections à tel moment, ne pas avoir constitué la provision qu'il faut, surtout lorsque cette provision avait même été déjà programmée dans le budget de l'État toutes les années qui ont précédé et on ne l'a pas respecté. Vous avez posé un problème fondamental, la confiance. La confiance, oui. Vous savez, dans une communauté politique, l'élément fondamental, c'est la confiance aux institutions en place, ainsi de suite. Or, nous traversons justement cette crise de confiance. Donc, déjà au départ, il y a ce sérieux problème qui se pose dans notre pays. Problème de confiance. Certains acteurs de l'opposition disent même que c'est un pouvoir, disons, d'occupation, infiltré par des forces extérieures. Bref, on connaît leur dialectique. Mais dès lors que une grande partie de la classe politique a cette conception de la vie, de la vie politique dans notre pays, la confiance n'est plus là. Non. Donc, il faut redonner cette confiance. Et on ne peut commencer que par le dialogue d'abord. Pour renouer la confiance, il faut d'abord qu'on discute, qu'on dialogue. Sans dialogue, cette méfiance va perdurer. Ça, c'est un. Deuxièmement. C'est un avis que je donne, tout simplement, je le répète, je dis. Deuxièmement. Le premier point, au lieu d'être le dialogue, oui, serait simplement l'engagement de Kabila. Écoutez, je ne suis pas candidat. Je vais respecter les délais. Allons dialoguer pour mettre en place le système qui va nous permettre de conduire des élections paisibles. Je vous dis que tout le monde va venir. Hein. Vous savez, l'ordre politique que nous connaissons dans notre pays aujourd'hui, dès lors que, à sa naissance, vous avez accepté que des acteurs étrangers interfèrent dans la mise en place de cet ordre politique, ne soyez pas surpris que, 10 ans après, que ces acteurs soient toujours opérationnels pour leurs intérêts. Le drame dans notre pays, c'est ça. C'est que vous avez des acteurs nationaux et vous avez des acteurs internationaux qui interfèrent. Bon. Maintenant, l'issue de cette crise dépend de la lucidité de la classe politique, de notre classe politique. Et du chef de l'État lui-même aussi. Mais, bien sûr, il fait partie de la classe politique. Bon. Nous devons profiter d'un fait qu'il a la légitimité. Comme il a la légitimité, comme toute force politique, toutes les composantes nationales acceptent que c'est lui qui préside les institutions, donc le destin du pays, profitons de cette légitimité pour essayer de réajuster, de corriger certains dysfonctionnements institutionnels que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez cité le cas des provinces qu'on a créées. Il y a une partie de l'opposition, une partie de l'opinion qui n'est pas d'accord. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème institutionnel qui se pose. Bon, donc, soyons lucides. Sauvons d'abord l'unité du pays. La paix. Hein? Il faut que ces deux éléments animent chaque acteur politique. L'unité du pays, la paix. Il y a des contradictions au sein des institutions actuelles. On voit bien qu'il y a cette volonté de réajuster, de réformer, ainsi de suite, de part et d'autre, même au niveau de l'opposition. Parce que ceux qui contestent les provinciales, c'est qu'ils estiment qu'il faut réajuster les institutions. Le fait même de contester ces provinciales. Oui, beaucoup. Je crois que le grand nombre ne conteste pas le fait même de faire des provinciales, mais conteste la manière de le faire. Mais c'est beaucoup plus ça. C'est un problème institutionnel. C'est un problème institutionnel. Donc, la crise est là. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Unité, paix, on se met tous ensemble pour discuter, carte sur table, en toute sincérité,
tout ce que nous devons apporter comme réforme institutionnelle pour éviter ces problèmes de processus électoral, le recensement. On n'a jamais recensé, par exemple, la population congolaise. Il y a une partie de l'opposition qui exige assez que le fichier électoral soit réajusté en fonction des enfants qui ont 18 ans, tout ça là. Bon, bref. Donc, il y a déjà ce problème de recensement qui n'a jamais été organisé. Il y a tous ces problèmes institutionnels qui sont posés. Je ne vais pas les citer, mais on voit bien que la crise, elle est profonde. Elle est profonde. Donc, la moindre des choses, c'est de se mettre autour d'une table et de discuter point par point. Chacun apporte ses solutions, ses propositions, pour qu'on arrive à un compromis, voire même à un compromis historique. Pourquoi pas? Voilà. Donc, dans un esprit de consensus, dans cette unanimité de sauver l'unité nationale et la paix, allons autour de la table, que chacun apporte sa contribution et que, dans nos divergences, sûrement, on va trouver des éléments de convergence. Et à ce moment, on donne maintenant l'orientation définitive pour notre communauté politique. Mais si chacun doit rester dans sa position ferme, c'est-à-dire que l'opposition qui refuse, une grande partie de l'opposition qui refuse le dialogue. Parlons-en justement, parce qu'eux, ils ont fait ça n'a pas de sens. Ils ont fait leur choix, ce n'est pas... Parce qu'ils disent que accepter le dialogue, c'est favoriser le glissement. Écoutez, j'aimerais que certains de ces acteurs parlent du glissement du Sénat. Le Sénat actuel, qui est une institution constitutionnelle, le Sénat a déjà fait son glissement. Oui. Et alors? Mais faut-il que le président glisse aussi? Le président n'a pas dit qu'il va faire... le Sénat a glissé. Mais est-ce qu'on a organisé les élections déjà? Est-ce que le président Kabila a dit qu'il va organiser le dialogue en octobre 2016? Non. Il a dit allons au dialogue maintenant. Donc nous avons encore le temps de discuter sur son 3e mandat. Pourquoi pas? On va discuter sur son 3e mandat? Non, j'ai dit nous avons le temps de voir s'il faut discuter sur son 3e mandat. Allons maintenant au dialogue. Il n'a pas dit que lui va faire le 3e mandat. Si vous êtes candidat aux élections présidentielles et que vous vous contentez à faire votre meeting à Kinshasa ou à Lubumbashi et vous vous arrêtez là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est pas sérieux. Donc, si vous devez sillonner ce pays, vous devez avoir les moyens de votre politique, de votre propagande, tout ça là. Et pas moins de 30 millions de dollars. Hein, parce que s'il faut louer des avions pour sillonner tout le territoire national, ça nécessite un budget assez substantiel. Résultat de course, beaucoup de ces candidats vont courtiser les multinationales, financer moi, quand j'aurai le pouvoir, je vous donnerai tout. Vous voyez les compromissions de cette classe politique congolaise. Hein? Donc, est-ce que ce mode d'élection du président de la République est-il valable pour notre communauté, notre pays? Est-ce que nous devons passer au suffrage? C'est un exemple que je donne, une matière à réflexion. Faut-il un suffrage universel pour élire un président de la République? C'est une question qu'on doit se poser. Si nous voulons aller à la décentralisation, voilà. Si nous ne voulons pas aller vers un État fédéral, un exemple, nous voulons aller vers un État fédéral, quel serait le mode d'élection des différents... C'est approprié. Voilà. Mais moi, je pense tout ça, c'est matière à réflexion. Oui, et chaque chose se fera en son temps. Mais bien sûr, Et les dirigeants, leur gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Notre président a été élu en 2006. En 2006, et réélu en 2011. Si ce sont ces questions-là qui justifient son comportement d'aujourd'hui, pourquoi n'a-t-il pas abordé ces questions pendant toutes ces années? Mais écoutez, je crois que le président Kabila, depuis qu'il est à la tête de ce pays, il a fait preuve de bonne volonté pour arriver à cette démocratisation entre parenthèses. Hein? Il suffit de se rappeler ce qui s'est passé après l'assassinat de son père jusqu'aujourd'hui.
Je crois qu'il a été à l'écoute des remarques, des conseils, ainsi de suite. Bon. Maintenant, je comprends ceux qui sont pressés d'aller aux élections, leurs ambitions légitimes, je les comprends. Mais, je dis seulement ceci, que la crise que nous traversons, elle est tellement profonde, elle est tellement grave, que la moindre des choses, c'est d'aller autour d'une table pour discuter de tous ces problèmes, arriver à un compromis, à un consensus national, pour sortir de cette crise-là. D'accord. Parce que, si prenons même le cas, pour des raisons politiques, pour la survie de l'unité nationale ou de la paix, bref, pour une raison, disons, importante pour la survie de notre communauté politique, il faut que le président Kabila fasse un 3e mandat. C'est une hypothèse, hein, c'est un scénario que j'essaye d'exposer. Mais si son 3e mandat peut assurer la survie de notre communauté, on ne peut pas refuser ça. Ce qui est important, c'est quoi? Ce n'est pas le mandat du président Kabila, c'est la survie de notre communauté, c'est l'unité, la paix. C'est ça. C'est un scénario. Je ne dis pas scénario qui serait rejeté d'office par un grand nombre de nos compatriotes. Nous avons tous été des opposants contre le président Mobutu, contre son régime. À un certain moment, le slogan c'était quoi? Mobutu doit partir. Même un chien pouvait venir gouverner ce pays, mais Mobutu doit d'abord partir. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce qu'on a résolu tous nos problèmes? Non. Non, pas du tout. Voilà, donc, la présence du président Kabila à la tête de ce pays ne doit pas bloquer l'évolution politique de notre communauté. Nous devons... Nous n'avons plus beaucoup de temps. Voilà. Puis-je me permettre alors de peut-être poser une dernière question? C'est votre lecture quant à la fronde du G7. Et c'est que cela entraîne. Il y en a qui vont même jusqu'à penser que le PPRD, ou la majorité présidentielle, peut devenir une minorité. Parce qu'il semble que beaucoup de gens, enfin les fondeurs, représentent déjà d'emblée comme ça 78 députés, et il y a des gens qui, jour après jour, semblent se rallier à eux, et c'est là, s'ils partaient réellement, on risque la majorité risque de ne plus être. Écoute, que la majorité garde que la majorité présidentielle garde sa majorité parlementaire ou devienne une force minoritaire au Parlement, cela fait partie de l'histoire politique de chaque peuple. Hein. Rappelez-vous du débat au sein du comité politique du MPR sur la constitution du MPR qui prévoyait au moins 2 partis politiques. Hein, la constitution du MPR autorisait la création d'un 2e parti politique. Mais comme le MPR était devenu parti-État, il y a certains extrémistes qui ne voulaient pas la création de ce 2e parti. Et on a trouvé maintenant au sein du comité central 2 pôles qui se disputaient. Soit on crée un second parti politique, soit on reste avec le parti-État, avec toutes les conséquences qu'on a connues, la création des la naissance des forces, des 13 parlementaires, la création de l'UDPS, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas prévoir ce qui peut se passer demain. Tout est-il que j'appelle à la lucidité politique de chaque acteur. Parce qu'il n'est pas dit que nous faisons un bond dans le bon sens. Si vous quittez la majorité présidentielle, est-ce que vous allez atterrir du bon côté? C'est déjà fait, ils ont créé une plateforme politique. Ils sont carrément une plateforme politique organisée et créée maintenant. Bien sûr, oui. Et voilà, et il y a des gens, des adhésions, des gens qui vont vers eux. Et ben voilà, c'est déjà fait. Ça fait partie de la dynamique politique, de l'évolution de notre histoire politique. Mais qui peut amener... Mais comme je vous ai dit, n'oublions pas qu'il y a des acteurs extérieurs qui interfèrent dans nos affaires internes. Hélas. Pardon, je ne vous ai pas entendu sur la Cour constitutionnelle. Juste un petit mot sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle concernant les 26 provinces. J'aurais tellement voulu avoir aussi votre avis parce que
Ça paraît un peu quelque chose de difficile à saisir. La Cour constitutionnelle a-t-elle vraiment fait son travail en rendant un tel verdict? Je ne peux pas porter un jugement sur les arguments de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas de ma compétence. Moi, je suis un homme politique. C'est la Cour constitutionnelle qui a rendu son jugement que je suis obligé de respecter. Voilà. C'est votre choix. Merci beaucoup, Basile. Merci beaucoup. Merci bien pour votre disponibilité. Et nous espérons pouvoir encore nous revoir bientôt. Et Volontiers. surtout, en espérant que les événements politiques évoluent d'une manière un peu plus positive. Pour les Congolais, je veux dire. Mais c'est ainsi que je fais appel à la lucidité de toute la classe politique. Chaque acteur, quelles que soient nos ambitions, quelles que soient nos divergences, la moindre des choses, c'est de se mettre autour d'une table pour discuter de nos problèmes. Parce que comment on va les résoudre si on est incapable d'accepter ce dialogue? Mettons-nous un peu dans le bon sens quand même. Lucidité. Voilà. Lucidité. 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 C'est le mot Voilà. que l'on prendra comme mot de la fin C'est ça. de cet entretien. Merci encore. Merci. Dans l'émission Parlons